Aujourd'hui, on fabrique 3 nouveaux gadgets connectés pas chers et pour m'aider, j'ai proposé à quelques copains youtubeurs de m'accompagner sur ce projet car en ce moment, j'ai un nouveau padawan à former. Le premier objet connecté que j'aimerais créer va pouvoir me donner en temps réel la température extérieure et me l'afficher sur mon dashboard domotique qu'on avait créé dans une ancienne vidéo, car actuellement j'utilise une intégration de Home Assistant pour m'afficher cette météo, mais c'est pas très précis et j'aimerais vraiment savoir si c'est en train de pleuvoir devant chez moi pour prendre un parapluie par exemple, et on aura aussi comme ça les vraies valeurs de température. Allez, pour commencer, je vais venir chercher des capteurs de température, d'humidité, tout ce que je peux trouver d'intéressant parmi mes composants électroniques. Donc là, j'en ai récupéré quelques-uns et ensuite, je vais venir chercher un microcontrôleur parmi mes ESP32 qui sont donc des cartes équipées de Wi-Fi. Et là, pour ce projet, je vais utiliser un ESP32C6 car il embarque le Zigbee, donc ça permettra d'améliorer la connectivité si besoin. Parmi les capteurs, j'ai donc récupéré un DHT22 qui permet de mesurer la température et l'humidité. Ensuite, j'ai récupéré ce capteur de pluie avec son petit circuit imprimé. Et enfin, ce petit capteur BMP280 qui me permet de mesurer la pression barométrique. Bon, maintenant qu'on sait les différents composants électroniques qu'on va utiliser, je ne vais pas tout de suite rentrer dans le schéma, etc. car on doit réfléchir à un défi qui est quand même présent pour ce projet, c'est de faire un boîtier quelque part étanche pour qu'il puisse résister aux intempéries puisqu'on va le mettre dehors, mais il ne faut pas non plus qu'il soit 100% étanche car n'oublions pas qu'on veut capter l'air ambiant et si on met tout ça dans un boîtier renfermé à 100%, eh bien la chaleur de l'électronique pourrait venir aussi fausser nos mesures, donc c'est pas forcément si simple. Alors heureusement, on n'est pas les premiers à être tombés sur cette problématique. Il y a notamment un certain Stevenson qui a pensé à créer ce boîtier météo semi-étanche et voici le fruit de ses réflexions. C'est une sorte de cage avec des persiennes sur les côtés qui ont des lamelles inclinées vers le bas et qui abritent les capteurs de la pluie, du vent et de la lumière directe tout en laissant passer l'air librement pour que les capteurs mesurent la température et l'humidité ambiante sans interférence. Et souvent, le boîtier est peint en blanc pour réfléchir le rayonnement solaire et minimiser la chaleur emmagasinée par la structure. Donc c'est parti, on va s'inspirer de ce concept pour créer notre propre boîtier. Et pour ça, ça se passe dans cette pièce, dans l'ancien atelier d'Abrège, qui est maintenant la chambre du bébé. Donc je vais me poser au fond parce que j'ai toujours mon setup ici. C'est parti, on ouvre Fusion 360. Je viens positionner mes différents composants électroniques et ensuite je vais venir extruder différentes pièces autour de cet agencement pour obtenir mon boîtier final. Et si d'ailleurs vous voulez apprendre à faire comme moi, n'hésitez pas à me laisser votre mail sur mon site abregeacademy.fr. Comme ça, vous serez tenu au courant le vendredi 29 novembre. Mes cours seront en promotion à l'occasion du Black Friday. Une fois la modélisation terminée, ça m'a pris quand même une bonne après-midi, on obtient un boîtier en plusieurs pièces à imprimer avec ces fameuses fenêtres sur les côtés qui vont permettre de laisser passer l'air tout en protégeant de la pluie. On a un boîtier incliné sur le devant pour que l'eau puisse s'écouler hors du boîtier une fois qu'elle est tombée sur le capteur de pluie. La petite grille sur le dessus, on va dire que c'est esthétique, mais ça permettra peut-être de limiter l'eau sur le capteur parce que ça vient quand même à rouiller assez vite. Et à l'arrière, on a donc un couvercle qui va être fixé à l'intérieur ici par des inserts. Et puis on a juste au-dessus une rainure qui me permettra de mettre un joint pour écraser les deux parties pour éviter que l'eau vienne s'infiltrer au niveau de la jonction. Et puis à l'intérieur, on retrouve donc une plaque à trous imprimée qui nous permettra donc de faire passer les câbles sur notre montage au niveau des différents capteurs. Ça nous fera comme ça un montage un peu plus clean. Et puis juste en dessous, on a une réserve. Je vous expliquerai à quoi elle sert plus tard. Donc c'est parti, on imprime tout ça. Je récupère mes pièces, donc la petite réserve se clipse très bien, on va pouvoir la glisser à l'intérieur du boîtier. Les fenêtres, ça semble très bien aussi, et au niveau de la plaque à trous, je vois pas vraiment d'ajustement à faire, donc c'est top. Elle va pouvoir aussi se glisser à l'intérieur du boîtier, et la grille se mettra sur le dessus comme ça. Parfait, j'ai bien travaillé sur ma conception. On va maintenant décharger le filament actuel pour le remplacer par un nouveau qui résistera mieux aux intempéries. Dans ma réserve, j'ai trouvé celui-là, c'est un polycarbonate de Bamboo Lab et d'après les specs, ça tiendra assez bien pour l'extérieur. Je vais donc le récupérer en essayant de ne pas faire de bêtises.
Le problème que j'ai avec ces filaments techniques, c'est que c'est pas pris en charge par l'AMS qui me permet d'imprimer en plusieurs filaments. Donc souvent, il faut que je le débranche et puis il faut que je mette la bobine derrière. C'est assez relou à faire, mais bon, on n'a pas trop le choix pour éviter les problèmes en coupe en biais. Évidemment, ça rentre jamais cet endroit-là. Faut que je trouve un autre moyen de les mettre parce que c'est insupportable. Vas-y là. Voilà. On va changer ce paix là. Voilà. Il est là. Nous, on va mettre blanc. Et puis, on va mettre confirmé. J'ai eu quelques impressions ratées. J'ai fait l'erreur de faire trop confiance à l'imprimante et de m'absenter pendant mes prints. Ça m'a fait des gros pâtés, heureusement que la buse n'a rien. C'est principalement ma faute, sur les specs du filament c'était noté de bien mettre de l'adhésif sur le plateau, ce que je suis venu faire juste après. Ensuite, mes impressions se sont très bien déroulées. On va pouvoir enlever les supports d'impression. Et avec ce filament, c'était pas évident. Je récupère de la colle et on assemble toutes les pièces. Enfin, j'ai récupéré du gel de silice réutilisable sous forme de billes que je vais mettre dans cette fameuse réserve et ça va me permettre d'absorber l'excédent d'humidité dans le boîtier si ça pleut vraiment trop. On se met en place maintenant pour la soudure, j'allume mon fer à souder et voici mon schéma électrique. On commence par brancher l'alimentation comme ceci. On viendra souder le capteur de pression sur les ports I2C et ensuite la data du capteur de pluie et du DHT22 sur 2 ports digital. Évidemment, je me suis aidé de la dock de SID Studio pour l'ESP32C6 que j'utilise en veillant bien à repérer les pins I2C. On dénude les câbles et on vient les passer dans notre plaque à trous et on soude avec de l'étain. Voilà l'électronique de terminé, c'est plutôt sympa. Je vais essayer de le mettre dans le boîtier. Et ça rentre pas parfaitement à cause des fils en dessous. C'est pas très gênant, mais j'ajusterai quand même ma conception. Et pour terminer, j'ajoute des inserts dans mon boîtier. Une fois notre ESP32 débranché, on va donc téléverser un code depuis Home Assistant et depuis l'intégration ESP Home. Donc pour ceux qui débutent, évidemment, je vous redirige vers ma vidéo complète sur le sujet. Globalement ici, il n'y a rien de compliqué, c'est juste au niveau de l'ESP. Puisqu'on utilise un ESP32C6, il n'est pas directement compatible avec ESP Home, donc on vous en reparlera un peu plus en fin de vidéo, puisqu'il y aura d'autres projets avec ce microcontrôleur. Nous, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est nos paragraphes juste en dessous. Donc on a un paragraphe I2C pour initialiser les bons pins, notamment pour le capteur de pression. Et juste en dessous, on a donc un premier paragraphe capteur où l'on retrouve notre DHT22 avec le bon pin de connexion. Attention à ne pas se tromper. Et ensuite, on a notre capteur de pression et de température. Et enfin, juste en dessous, on a un capteur binaire qui va passer de 0 à 1 ou de 1 à 0. C'est tout simplement notre capteur de pluie que j'ai branché sur le pin digital et non analogique. Comme ça nous simplifie. Et ça nous permettra de détecter, selon un certain seuil qu'on va calibrer juste après, eh bien, si la pluie est détectée ou non. Entre parenthèses, ici, j'ai rien inventé. On a juste à aller sur la doc d'ESP et de copier les codes exemples. Là, par exemple, pour le DHT22, j'ai simplement copié-collé ici. J'ai remplacé les noms et puis j'ai mis sur le bon pin. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de savoir coder ici. C'est simplement du bon sens. Et puis on retrouve ici tous les capteurs que l'on a branchés. Donc on a une information pour chaque capteur, donc ça fonctionne bien. On a pour l'instant la détection de pluie qui n'est pas calibrée, l'humidité du DHT22, la pression et ensuite les températures selon les deux capteurs. Ce que je vais faire maintenant, c'est de calibrer mon détecteur de pluie. On n'oublie pas de brancher la plaque de détection. On alimente notre circuit et on va faire varier ce petit potentiomètre jusqu'à avoir une LED qui s'allume. Pour lui, ça veut dire qu'il détecte de l'eau, donc on va se mettre juste avant qu'elle s'allume.
De cette manière, on devrait avoir un capteur assez sensible et on voit qu'ici ça fonctionne très bien. Sur Home Assistant, on a bien la détection de pluie qui se met à jour, sauf que chez moi c'était inversé, ça m'affichait humide quand c'était sec, donc j'ai ajouté cette petite ligne de code. Maintenant que tout fonctionne bien, je vais mettre un peu de colle chaude pour sécuriser les connexions. J'ai aussi imprimé cette petite pièce flexible que j'avais déjà designée sur ma box domotique. Ça me permet d'avoir un passe-câble qui est, on va dire, plus ou moins étanche. Je découpe du joint et je vais le positionner dans la rainure du boîtier. J'ajoute un peu de colle forte pour que ça tienne bien et on vient fermer notre boîtier en serrant avec des vis de façon à bien écraser le joint. J'ai mis du scotch 3M juste en dessous et puis je vais positionner ça à l'extérieur sur mon balcon. Pour l'alimentation, j'ai donc tiré un câble de 10 mètres. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Peut-être que pour améliorer le projet, on pourrait avoir un petit panneau solaire pour que ça soit auto-alimenté. En tout cas, là, le but, c'est d'avoir un câble plat pour que je puisse le passer sous la fenêtre. Et voilà, on a maintenant notre petite station météo prête à être utilisée. Sur mon dashboard, on aura donc toujours l'intégration météo de Home Assistant. Et en haut à droite, j'aurai toutes les informations liées à nos capteurs. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, on a les températures de notre station météo qui sont vraiment proches de l'intégration Home Assistant. Donc c'est plutôt bon signe pour cette dernière, ça veut dire que finalement, c'est des mesures précises. Allez, je crois qu'il est temps de passer au prochain projet. « 1,5 x 2, ça fait... » Oui, ça fait 3 comme la EcoFlow River 3. Mais ça, c'est pas juste des maths, c'est une petite bête qui pourrait alimenter tout un saloon. Besoin d'énergie où que vous soyez? Avec ses 245 Wh, elle peut tenir environ 30 heures d'utilisation moyenne, soit 5 heures d'alimentation pour une télé. Et croyez-moi, c'est bien mieux qu'un feu de camp qui s'éteint trop vite. Vous êtes du genre à tout brancher en même temps? Aucun souci. Elle sort du 300 watts en continu, et si vous poussez la bête avec le X-Boost, elle monte à 600 watts. Tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner, même avec tout branché en même temps. Et rassurez-vous, rien ne finit en flamme. Sauf peut-être vos œufs si vous êtes distrait. Et attendez, vous aimez que ça aille vite? La River 3 se recharge à 80% en seulement 1 heure. C'est à peu près le temps qu'il me faut pour sceller mon cheval ou boire mon café du matin. Mais ce que j'aime le plus, c'est qu'elle est aussi silencieuse qu'un cheval bien dressé. Même si vous dormez à côté, vous entendrez rien, sauf peut-être le doux son de ma guitare. Et elle est compacte, seulement 5 kilos, aussi légère qu'un sac de provisions, mais bien plus utile. En randonnée, en camping ou dans votre van, elle se fait si discrète que vous pourriez presque oublier qu'elle est là, jusqu'à ce qu'elle sauve votre journée. La EcoFlow River 3, c'est pas juste une batterie, c'est votre partenaire, prête à l'aventure, prête à vous accompagner partout. Faites comme moi, soyez toujours prêts. Salut à tous, salut! Alors aujourd'hui on va utiliser un Arduino bien spécifique avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir le relier à Home Assistant et détecter les cris de bébé et vous alerter. Donc en domotique, sur un petit Arduino qui doit consommer 1 watt genre, tu me dis que tu vas pouvoir faire aussi bien que ma RTX 4080 qui est à 400 watts pour reconnaître des cris de bébé? Et mieux que ça, on peut même détecter des aboiements de chiens ou même un robinet qui fuit directement en local sur l'Arduino et vous alerter via la domotique. Donc je pourrais faire en sorte que si le chien du voisin aboie, ça allume ma chambre. Ça envoie une fléchette tranquillisante. Oh waouh, c'est parti. Donc d'habitude, vous le savez, nous on a plutôt tendance à travailler sur ESP32, mais cette fois-ci, on va utiliser un Arduino, et en plus, c'est pas un Arduino comme on les connaît d'habitude, c'est un Arduino qui se base sur les puces de chez Raspberry Pi, les RP2040. Tout l'intérêt de ce modèle-là, en fait, c'est que, il est ultra performant, hein. On a quand même un Raspberry Pico qui est connu et réputé, et surtout, la petite carte RP2040 Connect de chez Arduino, elle intègre un micro, une LED, un gyroscope, etc. Et l'autre avantage de cette puce-là, c'est qu'elle est prise en charge par Edge Impulse. Alors Edge Impulse, c'est une plateforme qui permet directement de faire de la reconnaissance en intelligence artificielle, de créer des projets et de les compiler pour diverses plateformes. En l'occurrence, nous, la plateforme qui va nous intéresser, c'est une librairie pour Arduino avec la compatibilité Arduino Nano RP2040 Connect pour se connecter en Wi-Fi encore une fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se loguer et on va créer un projet. Alors évidemment, j'ai déjà le projet qui est prêt parce que j'ai fait plusieurs tests. Donc là, une fois qu'on arrive sur le tableau de bord, nous, ce qu'on veut, c'est créer un projet audio. Donc la première des choses à faire, ça va être de rajouter des données pour pouvoir les analyser. Donc on va ici sur Add Existing Data
et on va pouvoir téléverser des sons. Donc pour les sons, on a cherché des fichiers, des compilations déjà existantes de cris de bébé. Heureusement, il y a YouTube qui en met une à disposition qu'on peut télécharger pour pouvoir les intégrer à Edge Impulse. On va dire que c'est des données pour l'entraînement et on les ajoute sous le label cris. Et on upload les fichiers. Donc là, ça y est, on a nos fichiers d'entraînement qui s'affichent sous le label cris et on peut voir dans la fenêtre juste ici les données brutes de la waveform. Et maintenant, il va falloir qu'on rajoute des données de test, donc des données qui vont nous permettre de tester notre modèle plus tard avec d'autres cris de bébé. Donc maintenant qu'on a toutes nos données de cris, il va bien falloir les comparer avec des données de son du quotidien, de quelqu'un qui marche, d'une porte qui s'ouvre, d'une télé qui fonctionne. Et donc il faut aussi ajouter ce bruit de fond là pour pouvoir le comparer avec les cris de bébé. Et pour ça, vous pouvez directement connecter votre téléphone et faire une analyse audio dans votre environnement acoustique. Donc on scanne le petit QR code avec le téléphone et ça y est, on va pouvoir collecter l'audio, en l'occurrence de l'atelier dans notre cas d'usage. Et comme Artus vous l'a indiqué, on va cliquer sur Collecting Audio. À partir de maintenant, je donne accès à mon microphone, je l'autorise, et j'ai donc l'enregistrement qui peut se lancer. Et on va enregistrer l'environnement de l'atelier. Alors, je continue à vous parler parce que ça permet aussi d'enregistrer les voix en fond. Parce qu'on peut fermer des portes, mais on peut aussi fermer des portes pendant qu'on parle. Et ça, cette parole-là, j'ai pas envie qu'elle soit forcément prise en compte. Je veux qu'elle fasse partie de l'ambiance générale de l'atelier. Donc, en continuant à claquer des portes et en continuant à parler, je vais continuer à faire des objets, des bruits de pas, par exemple. On peut aussi enregistrer le poil, par exemple, parce qu'il a une soufflerie. On l'entend très bien, là. Et on va aussi se mettre au milieu de la pièce sans faire aucun bruit, sans bouger, parce que les pièces en elles-mêmes, elles font aussi du bruit. Et ça, on le veut aussi dans le modèle comparatif. Donc c'est vraiment juste en restant silencieux au milieu, il y a des résonances, il y a des bruits de vent, il y a des choses comme ça qu'on va vouloir reconnaître dans l'application. Et voilà, donc plus vous créerez une banque de sons large, importante, avec différents sons, différentes ambiances, etc., mieux votre modèle se portera. Donc ça y est, là on voit qu'on a le son background qui est identifié dans Edge Impulse. Donc encore une fois, on peut écouter un petit peu tous ces fonds sonores. Et on voit qu'il y a aussi dans la liste les sons de Baby. Là je suis passé sur le modèle qu'on a déjà établi avec Baptiste. Donc il se peut que les noms aient un petit peu changé par rapport au début de la vidéo. Donc maintenant qu'on a tous nos sons, ce qu'on va faire, c'est créer un impulse. Un impulse, c'est tout simplement tout le chemin du son qui va permettre à la fois de définir la taille de notre empreinte sonore, comment on l'analyse, comment elle est classée et comment du coup elle va sortir sur notre modèle, en l'occurrence avec un son baby et un son background. Donc la première des choses à faire, ça va être de créer la temporalité de nos fichiers audio. On va vouloir que l'analyse, elle se fasse sur 1500 millisecondes. En fonction de votre son et en fonction de votre besoin, si c'est juste un clap, on n'a pas besoin d'analyser pendant 3 secondes. Et si c'est une phrase complète ou un mot qui est très long, on va devoir ajuster cette fenêtre de temps pour qu'elle puisse s'ajuster justement à ce que vous voulez analyser. En l'occurrence, un cri de bébé sur 1 seconde 5, c'est largement suffisant. Ensuite, pour les autres réglages, on ne va pas toucher. Ce qui va nous intéresser après, c'est le bloc d'analyse. Donc on fait une analyse MFE, on voit qu'il y en a plusieurs. L'analyse MFE, ça va être une analyse spectrographique de notre audio. Et enfin, une fois qu'on a le spectrogramme de notre audio, il va falloir qu'on apprenne de toutes ces images spectrographiques, qu'on les compare. Et donc pour ça, on utilise un bloc d'apprentissage, de classification qui est proposé par Edge Impulse en version gratuite. Donc ensuite, on enregistre l'impulse et on va pouvoir aller ici juste à gauche dans l'onglet MFE. Dans l'onglet MFE, ce qu'on va vouloir, c'est, comme on vous l'a dit, analyser l'audio pour avoir une représentation spectrographique. Donc il va falloir qu'on génère tout ça. Donc on va ici dans Generate Feature et on clique sur Generate. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est donc le fameux spectrogramme. C'est la vision, le visuel du son qu'on a enregistré. Et comme on peut le voir, il y a différentes couleurs, différentes variations de hauteur. Et on parle d'intelligence artificielle parce que justement, pour parler très vulgairement, l'intelligence artificielle, c'est à la fois extrêmement complexe dans les arcades, mais extrêmement simple à expliquer. Parce que ce qu'elle va faire, c'est faire un petit peu comme un être humain. C'est-à-dire analyser cette image, et non pas le son tel qu'on l'imagine nous dans notre tête, et le comparer à d'autres spectrogrammes de manière visuelle pour pouvoir se dire, ok, dans le cadre d'un cri de bébé, il y a tant de couleurs à cet endroit-là, et puis il y a ce niveau de contraste sur l'image qui est là, etc. Et donc en déduire une corrélation, une correspondance entre deux sons visuellement grâce à leur spectrogramme. Et c'est donc à partir de ça que va se créer le modèle d'intelligence artificielle pour en déduire une image globale et savoir si elle correspond plus ou moins à ce qu'on recherche, et donc faire la comparaison nécessaire. Donc là, on fait de l'analyse audio sur Edge Impulse, mais on peut faire aussi de l'analyse d'image. On aurait très bien pu utiliser un ESP32 cam
pour pouvoir faire de l'analyse par exemple de gestuelle ou de position. De toute façon, vraiment, la doc, elle est ultra bien foutue. Vous avez des tas d'exemples et il y a des choses ultra intéressantes qu'on peut directement apprendre ici dans l'onglet documentation. Il y a par exemple plein d'autres cartes qui ne sont pas que des Arduino Nano sur lesquelles on peut avoir de la programmation en intelligence artificielle. Là maintenant, nous ça y est, on a nos données spectrographiques et donc il va falloir qu'on fasse la comparaison et qu'on entraîne notre modèle. Donc on va aller dans Classifier et donc là je vais pas rentrer dans l'explication des paramètres, sachant qu'il y a déjà des paramètres par défaut qui sont proposés par Edge Impulse. Et donc maintenant on fait Save and Train et ça y est, il a lancé l'entraînement de notre modèle. Alors il va le faire en plusieurs passes, donc on va voir que ça va aller de 1 jusqu'à 200 ici au niveau du nombre de cycles. Ça peut prendre un petit peu de temps, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va designer une petite pièce en 3D pour accueillir notre Arduino Nano. Et pour l'impression 3D, on s'est pas pris la tête, on a pris un des objets de déco les plus imprimés aujourd'hui quand on débute l'impression 3D, le petit lapin Lopoli, et on l'a modifié pour pouvoir introduire dedans une carte Arduino Nano RP2040 avec en plus un petit trou qui va jusqu'au sommet pour pouvoir laisser passer le son du micro, plus un petit cache qu'on pourra venir poser par-dessus. Et donc avoir ce petit objet-là en décoration dans son salon, sans jamais même se douter qu'en fait, il est en train de vous écouter et de savoir s'il est en train de se passer quelque chose que vous avez défini au préalable. Et une fois que le modèle a été entraîné, on peut commencer à avoir des informations sur le modèle. Ici, par exemple, on va avoir la précision de notre entraînement. En l'occurrence, j'ai remarqué que c'était pas une donnée qui était tout à fait fiable. Là, il nous dit que c'est 100%. C'est 100% dans le cas idéal des données qu'on lui a données. Donc forcément, comme on a un bruit de fond où il n'y a rien et un bruit de bébé où il y a un cri de bébé, forcément il n'a pas eu de problème ici, on peut le voir au niveau du Data Explorer, de bien séparer des sons de fond ici et de les identifier comme corrects, avec juste à droite des sons de bébé et les identifier comme corrects. On n'a pas de faux positifs, donc on a une précision de 100%. Une fois qu'on a notre modèle, et maintenant il faut récupérer le code. Pour ça, on va dans Déploiement, on choisit ici la librairie Arduino, on choisit le modèle EON et on fait Build. Donc là maintenant, il va créer la librairie Arduino qui correspond à notre modèle qu'on a entraîné plus tôt. Et donc une fois que Edge Impulse a construit la bibliothèque Arduino, on va pouvoir se rendre dans l'IDE et l'ajouter en cliquant sur Sketch, Include Library. Ici on va ajouter un .zip, on le met dans nos téléchargements. Et maintenant, normalement, lorsqu'on va dans File, Exemple, on va avoir ici Abrège Inferencing, puisque mon projet s'appelait Abrège. Si vous, c'était Turluctutu, ça s'appellerait Turluctutu Inferencing. Et on va pouvoir choisir différentes cartes. Nous, en l'occurrence, je vous avais dit, on a l'Arduino Nano RP2040, donc on choisit RP2040 Microphone. Donc vous branchez votre Arduino, vous le sélectionnez juste en haut, et il n'y a plus qu'à envoyer le code. Alors je vous préviens, moi ça prend vraiment beaucoup de temps pour envoyer le projet. C'est beaucoup plus long pour les ESP32 ou les Arduino traditionnels. Alors n'hésitez pas à attendre 5-10 minutes avant de voir la petite barre progresser. Et donc, à partir de maintenant, on va pouvoir se rendre directement dans le moniteur série pour voir, pour écouter ce qui se passe au niveau de mon Arduino. Et on voit qu'effectivement, il effectue un enregistrement et qu'il commence à détecter des valeurs. Alors, pour tester si ces valeurs sont correctement détectées, on va mettre des cris de bébé. Je vais essayer d'en trouver sur YouTube, c'est très cringe. Mais je vais trouver des cris de bébé sur YouTube et on va voir si ça déclenche un positif au niveau de mon système de reconnaissance. J'ai Newborn, alors c'est parti. On regarde ce que ça donne à l'écran. Et voilà, on a un bébé qui est reconnu avec une valeur de reconnaissance à 0.99 et 0.95, donc on a bien notre système qui fonctionne à la perfection. Et ce qu'on va donc pouvoir faire à partir de maintenant, c'est se rendre directement dans Home Assistant, dans les paramètres d'Home Assistant, et créer une automatisation. Alors elle pourrait être en Zigbee, en MQTT, mais nous ce qu'on va vouloir faire, c'est une simple requête Wi-Fi en HTTP. Et donc pour créer cette automatisation, on va se rendre dans Quand, ajouter un déclencheur, et aller rechercher Webhook. On n'oublie pas de le passer en get, et donc on va ajouter une action dans un appareil, et on va dire quand on a l'appel du webhook en HTTP, on va activer la prise lumière. J'enregistre, je lui donne un nom, et donc maintenant il faut intégrer toute cette fonction Wi-Fi à l'Arduino dans le bureau d'Artus. Donc maintenant Baptiste a créé l'automatisation avec l'identifiant du webhook qui m'a transmis. Il va falloir que l'Arduino se connecte en Wi-Fi et qu'il envoie la requête en HTTP GET. C'est pour ça qu'il a bien dit d'activer le GET dans Home Assistant. Donc le code en fait, je vous le mets en lien dans la description, il est super simple. Il y a juste l'intégration de la librairie Wi-Fi. On vient rentrer les informations de notre Wi-Fi, notre serveur Home Assistant ainsi que le port sur lequel il fonctionne. Et on va voir un petit peu plus là dans le code, juste ici. Donc si la classe numéro 0, donc le cri de bébé, dépasse la valeur de 0,9, tout à l'heure Baptiste il a eu 0,95, alors on fait un appel
au webbook, ici API/webbook avec le numéro de notre webbook. Donc ça, c'est vraiment un moyen super simple quand on veut juste faire un tout petit appel à Home Assistant sans s'embêter avec un serveur MQTT ou alors une passerelle Zigbee. On peut tout simplement utiliser le Wi-Fi dans nos projets ESP32 ou Arduino pour pouvoir déclencher des automatisations et dans certains cas, pouvoir envoyer la valeur des capteurs directement à Home Assistant en passant par l'HTTP et le Wi-Fi. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à envoyer le code et surtout intégrer l'Arduino dans notre petit lapin et voir si ça fonctionne. Voilà, ça y est, notre objet connecté super intelligent est maintenant terminé. On devrait pouvoir parler, faire plein de bruit à côté, discuter, etc. Ça devrait pas le déclencher puisqu'il est maintenant autonome et fonctionnel uniquement sur les cris de bébé. Libre à vous de faire vos propres modèles. Nous, ça nous a quand même pris plusieurs essais. On a eu pas mal de faux positifs. Il a fallu quand même qu'on augmente beaucoup les données. Là, par exemple, rien que le fait de placer le micro dans l'impression 3D, ça modifie l'image du spectrogramme et donc ça rend l'identification moins précise. Après, c'est à vous d'effectuer vos réglages comme on l'a dit, de régler les seuils de tolérance, de reconnaissance, etc. C'est de l'intelligence artificielle, c'est un peu comme les humains. Parfois, il faut discuter avec la personne pour qu'elle comprenne bien. Mais en tout cas, là, nous, on a un modèle qui est fonctionnel. Donc, si je lance les cris de bébé, ça devrait être réglé pour la lumière. Exactement, la lumière de la cuisine. On pourrait régler pour une alarme géante, par exemple. Ça fait wow, wow. Exactement, hein, pour les jeunes papas qui viennent d'avoir un bébé, par exemple. Allez, c'est parti. Et voilà, ça a éteint la lumière. Je la rallume, on reteste. Incroyable. Et donc après, libre à vous d'imaginer ce que vous voulez grâce à toutes les documentations de Edge Impulse. Ouais, moi je vais en mettre deux. Je veux que quand mon chien aboie dehors et que mon bébé pleure, ça ouvre les volets, mon gars. Super utile. C'est totalement inutile. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres, les amis. On vous embrasse, à la prochaine. Abonnez-vous. Ciao, ciao. Salut! Et salut! Nous, notre gadget domotique, c'est un ensemble pour un lit. Une sorte de panneau de contrôle domotique pour la table de nuit. Avec un capteur de présence sur le lit et quelques boutons pour contrôler des automatisations, comme vos lumières ou votre réveil par exemple. Alors, on a testé plusieurs capteurs pour détecter la présence sur le lit. La première solution, c'est un capteur FSR. C'est une résistance qui change de valeur en fonction de la pression qu'on y applique dessus. Sauf que le capteur est trop peu sensible et la valeur bouge beaucoup en fonction de comment on le met en place et notre position sur le lit, donc on a abandonné cette première idée. Ensuite, on est passé sur un tapis détecteur de pression. On l'a placé à différents endroits sous le matelas, ça fonctionne mais pas tout le temps. En fonction de comment on se met sur le lit, ça peut ne pas détecter. Cette solution est quand même la plus simple à utiliser parce que ça nous sort juste une valeur on ou off, mais son bon fonctionnement dépend de plusieurs facteurs. La dureté du matelas, du sommier, votre poids, la position sur le lit, etc. Donc on a abandonné aussi cette idée, on est passé sur une autre solution. Enfin, on a switché sur des load cells, des petites balances permettant de mesurer la masse sur le lit. Ça se présente comme ça, c'est 4 petits capteurs qui permettent de mesurer une force. Après quelques recherches, j'ai trouvé un modèle 3D permettant directement de les mettre sous un pied de lit. C'est exactement ce qu'il nous faut, j'en ai imprimé 4 et c'est parti. Une fois imprimé, je peux mettre les load cells dans ces pièces et les placer sous les 4 pieds de mon lit. Je les relie en suivant ce schéma et également à une petite carte de contrôle. En plus du capteur de présence, on a ajouté des boutons, des interrupteurs alliés à des automatisations sur Home Assistant, comme des lumières, des volets ou votre réveil, et on a ajouté un gros bouton d'arrêt d'urgence pour stopper les réveils parce que c'est drôle. Tout ça, ça va être contrôlé par un ESP32C6, un microcontrôleur avec du Wi-Fi, du Bluetooth et du Zigbee. Pour mettre tous les composants, on va fabriquer un boîtier. Sur ce boîtier, il y a deux grandes parties. La première partie, la face avant, qui va être en bois et le reste en plastique en impression 3D. Donc c'est parti pour la modélisation et impression 3D du boîtier. Pour la partie en bois, on est passé sur la CNC et après quelques galères à la faire fonctionner, on a réussi à avoir une belle plaque avant en bois. Maintenant qu'on a toutes les pièces, on va pouvoir tout souder sur le ESP32 et assembler toutes les pièces entre elles.
Donc maintenant qu'on a pu câbler les load cells, on va pouvoir faire le code dans ESP Home. Comme notre ESP c'est un ESP32C6, il n'est pas encore nativement supporté par ESP Home. Donc il va falloir ajouter un petit peu de ligne juste ici. Ça sert à lui dire le type de board, donc nous c'est bien un ESP32C6 DevKit. On renseigne la quantité de flash de notre ESP et on vient surtout indiquer ce petit code là qui vient dire manuellement d'utiliser ESP-IDF avec une version spécifique qui en fait permet de faire fonctionner ESP Home correctement sur le ESP32C6. Ensuite, ça c'est le code de base de ESP Home avec le Wi-Fi, l'OTA, etc. Et donc pour l'instant, on va ajouter un seul sensor, c'est un HX711, donc notre petite carte qui sert à lire toutes les load cells. On peut le nommer poids. On renseigne les 2 pins qu'on a choisis sur le ESP32 et ensuite on va mettre un update intervalle de 1 seconde temporairement pour pouvoir calibrer le capteur. Donc une fois que le programme a été envoyé, on a des logs comme ça avec des valeurs brutes qui remontent. On va devoir relever les valeurs à vide et avec un poids donné dessus. Donc là on va choisir la valeur en gros pour la tare. On va pouvoir prendre une valeur qui se répète, donc par exemple je sais pas celle-ci, et je la colle dans un éditeur de texte, je vais mettre à vide. Ensuite on va faire la même chose mais avec un poids donné. Donc je vais tout simplement monter sur le lit. Donc on peut voir ici que j'ai des valeurs qui ont grandement augmenté. Donc par exemple, je peux prendre cette valeur et la copier. Et donc là, je peux indiquer le poids. Une fois qu'on a ces valeurs, on va pouvoir les ajouter dans ESP Home. Donc on réédite notre fichier et on va ajouter dans ce sensor-là un filter linéaire. Ce filtre linéaire, on va pouvoir y renseigner nos valeurs. On va mettre la première valeur à vide. Donc je vais copier ma valeur que j'avais tout à l'heure. Et cette valeur a été reliée à 0 kg. Ensuite, on peut faire la même chose avec la valeur ici. Comme ça. Si vous voulez être plus précis en matière de mesure, vous pouvez mesurer plusieurs autres valeurs et les indiquer juste ici dans la liste. Une fois que ça c'est fait, on peut sauvegarder et envoyer le code pour pouvoir tester ça et savoir si ça marche correctement. Parfait, donc le code a été mis à jour et donc là on peut voir que les mesures n'ont pas été très précises, on est à moins 1 kg. Donc maintenant si on se rend sur le dashboard Home Assistant de notre device, ici on va avoir une entité poids. Et donc maintenant on va pouvoir faire un test, donc je vais aller sur le lit et voir si la valeur se met à jour correctement. On peut voir que ça fonctionne correctement. Pour rendre ça un peu plus propre, on va pouvoir ajouter l'unité kilogramme. Donc ensuite, j'ai ajouté quelques binary sensors, donc pour le bouton snooze, pour les switches et pour les 2 boutons poussoirs. Ensuite, j'ai ajouté les lights, donc le bandeau RGB avec l'effet arc-en-ciel et enfin les 2 lumières pour les 2 boutons poussoirs. On peut contrôler individuellement les couleurs. Donc maintenant qu'on a toutes nos entités comme ça dans Home Assistant, on va pouvoir les utiliser. On peut d'abord tester que tout fonctionne bien. On peut voir que les 3 switches changent parfaitement, le bouton snooze également, et les 2 petits boutons activés, désactivés. On peut également contrôler les LED en utilisant les lumières, donc on peut les allumer comme ça, et également, bien sûr, contrôler leur couleur. Le bandeau de LED ici, qu'on peut allumer également, et appliquer un effet arc-en-ciel. Donc maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir faire des automatisations. Donc j'ai d'abord une séquence le soir qui fait que dès qu'il y a quelqu'un sur le lit après 20 h, ça va mettre la lumière en tamisé et au bout de 2 minutes, ça va complètement s'éteindre. Ensuite, il y a une autre automatisation pour que la nuit, si quelqu'un se lève, ça vient allumer la lumière à 1% pour pouvoir voir quelque chose et dès que la personne est redétectée sur le lit, ça s'éteint de nouveau. Ensuite, j'ai mis quelques automatisations pour les boutons pour contrôler l'heure de mon réveil. Ensuite, le premier bouton sert à contrôler toutes les lumières de ma chambre. Donc quand je clique, ça vient tout éteindre. Je peux également rallumer et on peut voir une petite animation sur le bouton qui permet d'afficher un retour d'information. J'ai également le dernier bouton pour contrôler les volets. Quand je clique, ça vient s'allumer en bleu et inverser le sens des volets. Tant que les volets ne sont pas complètement ouverts ou complètement fermés, le bouton va rester affiché en bleu et s'éteindre lorsque l'action est terminée. Donc voilà pour la présentation des automatisations. Donc sur ce projet, on a utilisé un ESP32C6. Donc c'est une carte très polyvalente en termes de moyens de communication. Sur ce projet, on a utilisé ESP Home en Wi-Fi pour simplifier la configuration. Mais du coup, comme cette carte est compatible en Zigbee, on pourra prochainement la programmer pour pouvoir l'utiliser comme n'importe quel appareil Zigbee. J'ai dit prochainement parce que récemment,
également, il y a une librairie Zigbee qui a été ajoutée à l'Arduino IDE pour pouvoir programmer très facilement. Donc pour le moment, c'est des exemples assez basiques, mais dans les mois à venir, on pourra facilement programmer des ESP32C6 en Zigbee. Si vous vous lancez dans un projet domotique, vous pouvez prendre un ESP32C6 et ensuite plus tard choisir le mode de communication adapté à votre besoin. Donc ça veut dire qu'avec ce petit boîtier, on va pouvoir dans les prochains mois le reprogrammer entièrement en Zigbee, l'avoir comme n'importe quel appareil Zigbee dans Home Assistant. C'est tout pour nous, à la prochaine! Salut! Ça y est, les 3 projets sont maintenant terminés, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, si vous voulez les refaire à la maison, vous avez tous les liens en description. Et puis sinon, j'espère que ça vous aura inspiré pour créer vos propres projets. C'était vraiment cool de collaborer avec les frères Poulain et Gamatronic et de se challenger un peu sur ce sujet de gadgets domotiques. Donc j'espère qu'on fera d'autres choses ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne. Et sur cette fin de vidéo, j'ai 2 infos importantes à vous laisser. La première, n'oubliez pas, il y a le Black Friday qui arrive bientôt. Il y aura de la promo sur mes cours uniquement le vendredi 29 novembre. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me laisser votre mail sur la homepage de abregeacademy.fr pour être sûr de ne pas manquer l'offre. Et ensuite, deuxième info, je cherche des gens pour bosser avec moi. Vous verrez, il y a des fiches de poste que vous pouvez consulter en description. Plus précisément, je cherche quelqu'un qui gère vraiment bien KiCad, le logiciel de conception électronique. Et ensuite, un profil ou quelqu'un qui gère vraiment bien Fusion 360 orienté ingénierie. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ça dans la description. Pour terminer, je remercie EcoFlow de nous avoir accompagnés sur cette vidéo. 2-3 trucs que j'ai pas dit tout à l'heure. Cette batterie est équipée de cellules lithium ferrophosphate. C'est des types de cellules qui tiennent très bien dans le temps. Ça veut dire que sur une bonne dizaine d'années, la batterie n'aura perdu que 20% de sa capacité. Et ça, c'est vraiment très bien. Elle est aussi normée IP54. Donc c'est vraiment bien pour les conditions extérieures, c'est étanche aux projections d'eau, poussière, etc. Il y a aussi une super appli où on peut suivre en direct la consommation qu'on utilise et on peut évidemment paramétrer selon nos besoins, par exemple la capacité qu'on veut avoir en réserve et on peut aussi l'éteindre à distance. Vous l'avez vu tout à l'heure, je l'ai rechargé via le port classique d'alimentation, mais on peut évidemment la brancher sur des panneaux solaires pour la recharger. Super produit pour ceux qui voyagent un peu, je vous laisse évidemment un lien en description. Vous verrez, il y a aussi différentes tailles avec des capacités un peu plus grandes. On se retrouve très bientôt. Ciao!